Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Eh ben, il s'en est passé des trucs en 50 avant Jésus-Christ. Si la majorité de ce qui est aujourd'hui le territoire français métropolitain a effectivement été conquise par les armées de César dans les années 50 avant notre ère, les interactions entre Gaulois et Romains sont bien plus anciennes. Une partie du sud de la Gaule avait même déjà été conquise par la République romaine 70 ans plus tôt. Et les échanges commerciaux étaient nombreux, notamment autour d'un produit qui est depuis devenu une fierté nationale française. Le vin. Le commerce de vin entre Rome et la Gaule s'est poursuivi pendant des siècles. Mais sur la période qui correspond au 1er siècle de notre ère, un paradoxe préoccupe les spécialistes. Les traces terrestres de ces échanges sont nombreuses et indiquent l'existence de routes maritimes. Pourtant, peu d'épaves impliquées dans ce transport de vin ont été retrouvées. Même en prenant en compte le caractère aléatoire de la découverte des épaves et la fragilité des contenants utilisés à l'époque, compte tenu du volume des cargaisons, le nombre d'épaves ne colle pas avec l'ampleur commerciale dont témoignent les traces retrouvées sur la terre ferme. Comment expliquer ce manque de vestiges sous-marins ? Faut-il remettre en cause l'hypothèse d'importantes routes d'échange maritimes ? Des progrès technologiques récents apportent un nouvel éclairage sur ces questions. Bienvenue dans Avide de recherche. Franca Cibecchini est archéologue et plongeuse, responsable du littoral corse au sein du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines rattaché au ministère de la Culture. Fin 2017, elle a publié un article intitulé « Les routes de commercialisation du vin de Narbonnaise, l'apport des épaves profondes au large de la Corse » dans la revue Gallia. Elle y présente 3 épaves dont l'étude fournit de nouveaux éléments concernant les routes maritimes de commerce entre la Gaule et Rome dans les premiers siècles de notre ère. Mais avant de vous présenter ce travail, il va nous falloir quelques éléments de contexte. Le vin est arrivé en Gaule au VIe siècle avant notre ère, amené par les Grecs. Pendant longtemps, cette boisson a été plutôt exotique et luxueuse. Dans les 2 derniers siècles avant Jésus-Christ, les Gaulois importaient énormément de vin romain, venus principalement de Toscane. Celui-ci était échangé contre des esclaves et des métaux à un taux assez incroyable. Une jarre de vin, d'environ 20 litres, contre un esclave, d'après Diodore de Sicile, historien de cette époque. Normal. Progressivement, les Gaulois ont acclimaté la vigne aux conditions locales et se sont mis à produire leur propre vin. Au 1er siècle après Jésus-Christ, la production italienne a diminué et les flux commerciaux se sont inversés. C'est désormais la Gaule, qui a entre-temps été conquise par les Romains, qui exporte son vin vers l'Italie. Ce commerce de vin gaulois atteint son apogée au 2e siècle de notre ère et une région se distingue par sa production, la Narbonnaise. Cette province de la Gaule romaine correspond en gros au pourtour méditerranéen des Alpes aux Pyrénées, avec des extensions jusqu'à la région toulousaine et au lac Léman. La capitale de toute cette zone est fixée à Narbonne en -22, d'où le nom de Narbonnaise. La production de vin s'y développe dans la 2e moitié du 1er siècle et la Narbonnaise devient rapidement la première région gauloise d'export de ce produit. Quantifier et localiser ces anciens flux commerciaux est un vrai défi pour lequel les archéologues peuvent compter sur des alliés robustes. Les amphores. Le vin étant liquide, divers contenants peuvent être utilisés pour le transporter. Dans la période qui nous intéresse, il s'agissait surtout d'amphores, des récipients en terre cuite caractérisés par leurs 2 anses latérales. C'est d'ailleurs de là qu'ils tirent leur nom. Amphore vient du grec qui signifie « qui se porte des 2 côtés ». En plus de leurs anses, les amphores sont composées d'une lèvre, d'un col, d'une épaule, d'une panse et d'un pied. Mais il existe de nombreuses variations à partir de cette structure de base. Les différentes formes d'amphores ont d'ailleurs été classées pour établir toute une typologie des amphores, et l'étude de ces récipients constitue une discipline à part entière, l'amphorologie. En effet, en s'appuyant sur les différences morphologiques, sur les caractéristiques des matériaux utilisés, la localisation des amphores, les inscriptions qu'elles portent, leur contenu et d'autres indices archéologiques, on peut déduire énormément d'informations, y compris concernant les flux commerciaux. Dans le cas du vin gaulois, différentes formes d'amphores ont été produites au départ et une standardisation s'est mise en place pendant le 1er siècle de notre ère. Celle-ci a abouti à l'utilisation d'amphores à fond plat,
dites gauloises. Les deux types les plus importants ont été les gauloises 5, pour l'export du vin provençal vers le nord et vers Rome, et surtout les gauloises 4. Les gauloises 4 sont caractéristiques du vignoble de Narbonnaise, produites de façon standardisée dans des dizaines d'ateliers répartis sur tout ce territoire. Elles pèsent une dizaine de kilos pour une contenance d'environ 30 litres et ont été utilisées à très large échelle du milieu du 1er siècle jusqu'au 3e siècle de notre ère. C'étaient des amphores destinés au commerce, qu'on retrouve peu dans les villes de Narbonnaise, mais qui ont été disséminées par l'export. Ainsi, la localisation des Gauloises 4 permet de reconstruire les routes commerciales empruntées par le vin de Narbonnaise. Elles ont été retrouvées le long de l'axe Rhône-Saône-Rhin vers le nord, jusque dans la Belgique actuelle et la Grande-Bretagne, ainsi qu'en Italie, notamment à Rome et à Ostie, ville portuaire située à 35 km de Rome et qui desservait cette capitale. Mais le vin de Narbonnaise a été transporté bien plus loin. On trouve des Gauloises 4 accompagnées de la vaisselle utilisée pour boire le vin jusqu'en Inde du Sud. Ces exportations lointaines ne concernaient que de faibles volumes, mais ça montre l'ampleur du commerce du vin de Narbonnaise. Le gros des échanges concernait surtout l'axe du Rhin et l'Angleterre, ainsi que Rome. Ce qui nous ramène au paradoxe mentionné en début de vidéo. Les traces terrestres témoignent de flux importants, mais les preuves maritimes du transport entre la Narbonnaise et Rome sont anormalement peu nombreuses. Revenons enfin au travail de Franca Cibechini. Les 3 épaves décrites dans son article se trouvent au large de la Corse, sur la côte est, et je m'excuse d'avance si j'écorche la prononciation de leur nom. Il s'agit des épaves Cap Corse 1, à environ 300 mètres de profondeur, Maginage 1, à plus de 300 mètres, et Punta ai Giunchi Est, à plus de 400 mètres de fond. Étudier des épaves aussi profondes est un vrai défi. La plongée humaine avec bouteille est globalement limitée à 300 mètres et les archéologues plongeurs ne peuvent pas descendre en dessous de 50 mètres. Il faut les remplacer par des robots sous-marins. Mais c'est un effort qui se justifie. En effet, les épaves de surface, abîmées par la houle et souvent pillées, sont globalement en moins bon état que les épaves profondes. Ces dernières fournissent donc beaucoup plus d'informations aux archéologues. Et il devient urgent de les étudier, car certains plongeurs peuvent y accéder pour les piller, et les chalutiers, qui pêchent aujourd'hui à plus de 1000 mètres de profondeur, les abîment irrémédiablement. L'archéologie des abysses est une des spécialités du Drasme auquel est rattachée Franca Cibechini. Dans son article, celle-ci se base sur des photos et des vidéos prises par des robots sous-marins dont les systèmes de positionnement permettent d'estimer des dimensions avec une marge d'erreur de 1 à 2 mètres, mais aussi sur des échantillons remontés à la surface par ces mêmes robots. Et donc elles racontent quoi, ces fameuses épaves profondes ? Déjà qu'il ne faut vraiment pas traîner à les étudier. Expertisées en 2013 et 2015, elles étaient toutes les 3 abîmées par des passages de chalutiers ayant dispersé leur contenu. Mais ça n'a pas empêché d'en tirer des informations. Cap Corse 1 et Punta ai Giunchi Est correspondent à des navires d'une longueur de 12 mètres maximum qui ne transportaient vraisemblablement que quelques centaines d'amphores. Leur particularité est que leurs cargaisons sont, à quelques exceptions près, composées uniquement de Gauloises 5. Ce type d'amphore permet à lui seul une datation approximative, entre le milieu du 1er siècle et le milieu du 2e siècle de notre ère. Il restreint également la zone géographique d'origine au territoire allant de l'embouchure du Rhône aux Alpes-Maritimes. De plus, l'analyse des échantillons remontés depuis les épaves montre que de légères variations morphologiques différencient les 2 lots d'amphores, mais que les pâtes utilisées pour les fabriquer se ressemblent, ce qui laisse penser qu'elles ont été produites dans des ateliers différents, mais géographiquement proches. L'épave Maginage 1 correspond quant à elle à un bateau un peu plus grand, estimé à 17 mètres de long pour 5 à 7 mètres de large. Sa cargaison est également homogène, c'est-à-dire composée d'un seul type d'amphore, mais il s'agit cette fois de Gauloises 4. En fait, c'est la première cargaison homogène de cette ampleur décrite pour des amphores de type gauloise transportant du vin. Comme pour Cap Corse 1, quelques autres amphores ont été observées sur Maginage 1. Elles étaient vraisemblablement destinées à l'équipage et ne faisaient pas partie de la cargaison. Parmi elles se trouve ce qui semble être une amphore de type Alterne 70. Sa présence suggère une datation de l'épave à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'analyse des caractéristiques de la pâte des Gauloises 4 est compatible avec cette datation et permet d'exclure la zone de Fréjus des origines géographiques possibles. En résumé, ces 3 épaves du large de la Corse contiennent des cargaisons homogènes d'amphores destinées à l'export de vins gaulois, ce qui est assez exceptionnel.
Dans la plupart des autres épaves décrites jusqu'ici, les amphores gauloises ne sont qu'une partie d'une cargaison hétérogène, typique du commerce de redistribution. Différentes marchandises rejoignent un même port principal, où elles sont ensuite mélangées dans des cargaisons qui partent vers le reste du territoire. Les cargaisons homogènes se retrouvent quant à elles sur les navires qui partent directement des zones de production, ce qui était donc le cas de Maginagio 1, Cap Corse 1 et Punta Aijunki Est au départ de Narbonnaise. La dispersion des vestiges autour des épaves complique leur interprétation, mais n'empêche pas d'essayer de reconstruire les trajets de ces trois bateaux. Les Gaulois 5 de Cap Corse 1 et Punta Aijunki Est plaident pour une origine provençale, peut-être à partir de la zone de Fréjus d'après les caractéristiques de la patte des amphores, mais sans certitude. L'épave Maginagio 1, de son côté, contient des barres de fer en plus des amphores, ce qui amène à privilégier deux points de départ possibles, Narbonne et Arles. Dans tous les cas, la localisation de ces épaves est compatible avec un trajet direct vers Ostie et Rome, mais en passant assez loin des côtes. Et c'est un des éléments clés de ces nouvelles données archéologiques. En effet, les bateaux qui coulent au large deviennent des épaves profondes. Or, celles-ci commencent tout juste à être étudiées et sont plus difficilement repérées que les épaves proches des côtes. L'utilisation de routes maritimes éloignées des côtes pourrait ainsi expliquer le peu d'épaves à cargaison homogène de gauloises connues jusqu'ici. Les nouvelles données décrites par Francacci Becchini renforcent cette hypothèse, mais elles restent encore à démontrer. Une autre possibilité, qui n'est pas exclusive, pourrait être que les Gaulois aient cessé d'utiliser les amphores plus tôt qu'on ne le pense pour privilégier des contenants moins résistants. On considère par exemple que les tonneaux, qui laissent peu de traces archéologiques, se sont développés à partir du IIIe siècle. Si leur essor était plus précoce, cela pourrait aussi expliquer le peu d'amphores sous-marines destinées au transport de vin gaulois. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Avis de recherche. S'il vous a plu, pensez à le partager, à lui mettre un pouce vers le haut, voire à le commenter. J'ai dû synthétiser beaucoup d'informations pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le vin de Narbonnaise ou l'étude des épaves profondes, vous trouverez des ressources complémentaires dans la description. Et si vous avez envie de picorer d'autres sujets de sciences humaines et sociales, comme d'habitude, rendez-vous sur le site de Mondes Sociaux. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour une vidéo un peu spéciale.